Jusqu'au 31 mai, Suzuki fait son Spring Break. Profitez des avantages clients, 1000 € d'aide à la reprise sur GSX R1000 et GSX R1000R, sur modèle 2018 en stock. La passion pro. Bonjour à tous, on est au Grand Prix de France, au Mans, juste à côté du circuit. On va aller dans le musée pour vous présenter ce nouveau livre de la FFM, L'âge d'or des pilotes français en Grand Prix. On va recevoir des invités prestigieux, je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Nous voilà installés au cœur du musée des 24 heures du Mans, en charmante compagnie, puisque nous sommes avec Jacques Boll, le président de la FFM. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Nous sommes avec Fabrice Burigo, directeur du musée. Merci de nous recevoir. Bonjour et bienvenue. Et avec Zef Hainaut, auteur du nouveau livre de la FFM qui a été lancé tout à l'heure pendant la conférence de presse au Grand Prix de France. Exactement. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Alors nous sommes en plein week-end du Grand Prix de France au Mans et on parle Grand Prix puisqu'il y a ce fameux livre qui vient de sortir. La conférence de presse a eu lieu ce matin. L'âge d'or des pilotes français en Grand Prix. Pourquoi ce livre, Jacques ? C'est tout d'abord un livre patrimoine. Pendant très longtemps, les Grands Prix ont été créés en 49. De 49 à 70 environ, il n'y avait quasiment pas de Français en Grand Prix. Il y a une exception notable, c'est la victoire de Pierre Monneret à Reims en 54, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'y avait pas de Français en Grand Prix. Et puis arrivent les années 70 et à ce moment-là, on voit deux garçons, Michel Rougerie, Patrick Ponce, qui arrivent, qui performent et qui servent de locomotive à toute une série de jeunes Français. Et très vite, on se retrouve avec des dizaines de Français dans les paddocks, des dizaines de Français sur les grilles de départ et des Français qui performent là aussi. Des Français qui montent sur les podiums, qui remportent des grands prix, qui deviennent champions du monde. Alors c'est une période faste, si l'on peut dire, mais qui a malheureusement ensuite assez rapidement disparu. En tout cas, la participation française a décru et aujourd'hui, même si on a toujours un très haut niveau de participation, on peut remporter des grands prix aujourd'hui en MotoGP notamment, mais force est de reconnaître qu'on a beaucoup moins de pilotes, bien sûr, en Grand Prix. Quelle est la durée de cette période à peu près justement ? Cet âge d'or, c'est de quand à quand ? On peut dire réellement, c'est une dizaine d'années à peu près. C'est le milieu des années 70 au milieu des années 80. D'accord. Alors, pour préparer l'émission, je regardais un petit peu les tablettes, les archives, et je voyais qu'entre 70, 86, 85, 68 pilotes français avaient marqué un point en championnat du monde. C'est énorme. Mais à l'époque, la participation française peut être comparée à la participation espagnole aujourd'hui. Les Français étaient vraiment très nombreux, notamment dans les moyennes cylindrées, puisque c'est surtout en 250 ou 350 qu'ils brillaient, mais on a également eu des pilotes qui ont été à très haut niveau en 125. On se souvient de Guy Bertin, par exemple, qui a été vice-champion du monde, ou même en 500, avec Raymond Roche, et puis Christian Saron aussi. Enfin, on avait des Français partout à l'époque. Alors toi, tu as très bien connu cette période, parce que tu l'as vécu, guidon en main, en tant que pilote. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai couru à cette période-là. Et ce qui m'a permis d'ailleurs d'être l'un des 3 garçons qui sont sur l'unique podium des Grands Prix avec 3 Français. Il y a eu une seule fois, une seule occasion où on a retrouvé 3 Français sur un podium et je faisais partie de ces 3 garçons. Alors Zef, c'est toi qui as été à la quête, à l'information, à la recherche, tout ça pour compiler toute cette richesse, cette période dans ce livre. Combien de temps de travail ça t'a pris ? Pratiquement un an en fait pour tout ce qui est de la collecte. Alors non seulement des informations mais aussi des archives photos parce que le premier chapitre de ce livre est consacré pour mettre en lumière cet âge d'or. Il a fallu aller chercher plus loin, donc on a commencé en 49 et trouver des photos et même des témoignages de cette époque-là. Ça n'a pas été évident, donc ça a été plus difficile. Ensuite, sur l'âge d'or, évidemment on a encore quand même des jeunes témoins. Dont Jacques Boll, mais Thierry Espier, Christian Saron, etc. Donc c'était un petit peu plus simple. Mais malgré tout, c'était une collecte dense.
Alors, dans cette période, on parle des pilotes de moto. On fait peut-être un petit clin d'œil quand même, pour ne pas oublier le sidecar, puisqu'on a dans cette période Alain Michel, qui est le pilote français à avoir remporté le plus de victoires. Hein. Oui, tout à fait. Même si le titre d'Alain est arrivé un peu plus tardivement, puisqu'il est arrivé en 1990, mais déjà dans les années 80, dans le début des années 80, Alain Michel est régulièrement sur les podiums. D'accord. Alors on en profite pendant qu'on discute de voir des très belles images de Bike 70, de Francis Boutet et Jean-Claude Jacques, qui ont une base de données sublime en archives de cette époque-là. Donc on voit ces images de course et tous ces pilotes. On va accueillir tout au long de l'émission de nombreux pilotes pour parler de leur carrière et puis voilà, faire un petit peu écho avec le livre. Peut-être que le moment est venu, Fabrice, de nous emmener visiter ton musée. Eh bien, je vous en prie. Allons-y. Allez, c'est la rubrique visite. Bienvenue encore. Merci. Alors c'est un musée dédié en grande partie à l'automobile, mais il y a une collection de motos d'endurance là. Hein. Alors effectivement, là, le plateau que nous avons concerne le Bol d'Or qui s'est couru au Mans, les 24 heures moto. Et bien évidemment, notre volonté à l'avenir, c'est de développer encore plus le secteur moto de ce musée, puisque l'histoire de la moto au Mans, elle est grande. Alors il y a effectivement un très bel historique de la moto au Mans, puisque les courses débutent en 1912 et 1913, avec des coupes de motocyclettes, et puis les premiers Grands Prix, c'est 1920-1921. On parle de l'Union motocycliste de France à l'époque, c'est-à-dire l'ancêtre de la FFM, et on peut dire que ces épreuves-là, en 20 et 21, c'est le début des Grands Prix. Et puis la moto au Mans, c'est l'endurance. Ce sont des critériums de vitesse qui se couraient sur le circuit des 24 heures. Ce sont des épreuves de 1000 km. Donc finalement, on a une assez longue histoire moto à raconter et on aimerait bien en fait dresser une sorte de grand tableau, un grand portrait peut-être avec une 25-30 machines qui vont nous permettre eh bien, de raconter tout ça avec des marques légendaires, les Triumph, les Norton, les Sunbeam et puis bien évidemment les japonaises, les Japoto, les Honda, les machines de Grand Prix et les machines d'endurance. Donc la moto va prendre de plus en plus de place dans le musée. Alors c'est vrai que tu disais le début des Grands Prix c'était avec l'Union, mais 1949, je vois là, ça c'est le début des Grands Prix tels qu'on les connaît aujourd'hui, le championnat du monde officiel qu'on connaît. Et là c'était encore avant une autre histoire. Et il y a aussi la naissance du Bugatti dont tu m'as parlé. Et je crois qu'il y a une très belle maquette au cœur du musée. Tu m'emmènes ? On y va. Alors on arrive dans la rotonde. Ouais, cette rotonde, c'est un peu notre Madeleine de Proust en fait. À l'intérieur, nous avons au 43e reproduit l'intégralité des grilles de départ des 24 heures du Mans automobile. Mais là, ça veut dire que vous avez 4300 petites voitures qui sont toutes les voitures qui ont couru les 24 heures. C'est fantastique. C'est assez extraordinaire. Je pense que c'est unique au monde. Ah ouais. Et là, effectivement, voilà. Nous avons cette maquette du circuit légendaire des 24 heures du Mans. Super. Alors on le voit, c'est un circuit hors norme qui se déploie sur plus de 13 km 6. Et la première course qui a lieu sur ce circuit, sur ce grand tracé, c'est une course de moto, c'est ça? Oui, le circuit il est inauguré officiellement en 1921, le samedi par un ministre d'État, M. Le Troquer. Et le dimanche matin, avant les voitures, eh bien, ce sont les motos qui sont en piste avec ce Grand Prix et cette victoire de Bennett. Voilà, donc le circuit des 24 heures du Mans, finalement, il est baptisé par la moto. Ouais. Et là, on voit le tracé du Bugatti qui est créé en quelle année? En 1965. Le Bugatti est créé en 1965. La CO a besoin d'avoir un tracé permanent qui serve aux écoles de pilotage de compétition moto et auto. Merci Fabrice, c'est passionnant cette histoire. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais moi, je te propose de retourner tout de suite sur le plateau pour la suite de l'émission. Alors, on est rejoint en plateau avec Jean-Claude Jacques, administrateur de Bike 70, qui nous fournit ces belles images. Merci, c'est gentil. Et nous sommes avec Alain Brenec, responsable sportif FFM. Bonjour, merci. Merci de nous avoir rejoints. Il y a peu, la FFM a remis sur pied une nouvelle filière pour les Grands Prix, pour accéder aux Grands Prix. Oui, on a décidé de relancer une structure. On l'avait déjà fait dans le passé. Il y a quelques années, on avait déjà eu des filières en Grand Prix. On a souhaité relancer une filière de formation, d'accession au Grand Prix, parce que force est de constater qu'on a un trou. Aujourd'hui, on avait
pendant ces dernières années, on avait un certain nombre de garçons en moto 2, en moto 3. Mais si aujourd'hui on a 2 garçons brillants en moto GP, on n'a plus personne dans ces catégories. Et donc on avait besoin d'avoir une relève. Et on sait très bien que la relève, il faut la favoriser, il faut l'inciter, il faut la créer. Et donc on a décidé avec Alain et avec Claude Michy de remonter une structure afin de permettre à des jeunes pilotes d'accéder rapidement à la Moto 3. Et on sait que la Moto 3, c'est l'antichambre de la MotoGP. D'accord. Techniquement, comment ça va se passer justement, l'organisation de cette filière? Elle va s'adresser à qui ou à quel moment de leur parcours? Alors, donc, c'est des garçons qui ont déjà performé à des niveaux, je dirais, de coupe de promotion ou à des compétitions en France ou à l'étranger, mais à des niveaux nationaux. Donc, on souhaite leur donner la possibilité d'accéder à des compétitions internationales, à notamment le championnat du monde junior, par exemple, et puis leur permettre de faire leurs armes, et puis ensuite, eh bien, s'ils en ont le talent, de favoriser leur arrivée en Grand Prix. Cette structure, justement, va être gérée par toi, Alain. Oui, effectivement. Donc, c'est une structure qui a été mise en place par la Fédération française de moto, Jacques Boll et Claude Michy. Moi, je m'occupe de la gestion de l'équipe. On a travaillé aussi avec un pilote qui a un palmarès aussi important qui s'appelle Thierry Van Den Bosch, qui est l'entraîneur des pilotes. Donc, on a mis en place un programme d'entraînement. C'est vraiment ce qui manque un petit peu, c'est-à-dire que certains pilotes ont le budget pour faire des courses. Par contre, n'ont pas suffisamment de budget pour s'entraîner. Donc là, on a prévu une 40aine de journées d'entraînement sur toute l'année. D'accord. Donc il y a du super motard, il y a de la pré-moto 3, il y a on roule sur des YZF Yamaha sur des pistes de vitesse. Et on a vraiment tout type de moto et on travaille vraiment sur des points précis, développement du pilotage, comment s'adapter, comment travailler. Et la finalité, c'est qu'on participe à l'European Talent Cup, qui est un championnat d'Europe qui accueille des Malaisiens, des Japonais, c'est un petit peu plus qu'un championnat d'Europe, mais il y a beaucoup de pilotes qui viennent faire leurs armes ici. Et donc la fédération et Claude Michy ont mis en place cette équipe-là. On a déjà fait 2 courses, une course à Estoril et une course à Valence. Et ça s'est plutôt bien passé. Clément Rouget performe relativement bien. À Estoril, par exemple, il part 22e sur la grille, il remonte 3e, il tombe, mais c'est comme ça, c'est la course, il faut qu'ils apprennent aussi à gérer. On est là pour apprendre. Mais voilà, donc c'est vraiment très bien. Et puis le deuxième pilote, c'est Marceau Lapierre. Donc ces 2 pilotes viennent d'un format de course qui s'appelle Objectif Grand Prix, qui est au sein du championnat de France Superbike, et c'est des pré-moto 3. Donc c'est des châssis prototypes avec des moteurs issus du motocross ou de l'enduro. Et c'est vraiment des châssis prototypes et ça nous permet, nous, de travailler dans les mêmes conditions qu'avec la Moto 3 et éventuellement le championnat du monde junior. Jacques, justement, il y a 2 pilotes dans cette structure. Est-ce qu'il y a bien sûr une volonté de qualité, de performance, mais est-ce que cette filière a aussi pour objectif d'attirer un grand nombre ou d'aider un grand nombre de pilotes? Est-ce que ça se fera dans le temps ou avec Non, des types plus importants? la vocation, c'est d'amener des garçons, ou des filles d'ailleurs, mais au Grand Prix. Et ça, on sait très bien que malheureusement, le nombre de garçons capables d'avoir un niveau de performance suffisant pour accéder au Grand Prix est par définition limité. Donc on recherche plutôt la qualité que la quantité en la matière. Alors c'est peut-être, Jean-Claude, une façon avec cette filière, cet accès au Grand Prix pour les jeunes, une façon de refaire un nouvel âge d'or des pilotes français en Grand Prix, des nouvelles archives pour vous. Peut-être, on l'espère en tout cas. Avec bien sûr. des nouveaux succès. Mais cette filière, c'est un échelon en fait d'un dispositif complet. Comment ça se passe? Oui, alors effectivement, depuis plusieurs années, avec la fédération, avec Jacques, on a mis en place... c'est un petit peu difficile pour accéder à la moto vitesse. Et donc on a mis en place l'école de moto itinérante qui se déplace sur toute la France. On va sur des pistes de kart ou sur des circuits. On va à Pau, on va à Nogaro, on va aux Écuyers, on va un petit peu dans toute la France à la demande des clubs et puis à la demande de particuliers. Et donc on amène des cuirs, des casques, des bottes, des gants et bien sûr des motos. Les pilotes sont assurés et donc on leur permet de découvrir la moto. C'est une des vocations de la FFM, de la fédération, que d'inciter les plus jeunes à venir dans le sport motocycliste, quel qu'il soit. Là, on parle de vitesse, mais ça peut être d'autres disciplines. Mais ce n'est pas la seule vocation de la FFM, parce qu'on peut aussi parler de la sauvegarde du patrimoine moto.
Et on va en parler tout de suite avec notre rubrique C'était mieux avant. Alors pour cette rubrique C'était mieux avant, on va parler du fonds de sauvegarde du patrimoine du sport moto en France que la fédération vient de créer. Et on accueille pour cela Jacques Bussillet, journaliste, auteur, qui fait partie de ce fonds, tout comme Jean-Claude Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Explique-nous un petit peu quel est l'objectif et comment fonctionne ce fonds, s'il te plaît. Moi, j'ai constaté que personne dans le monde de la moto, dans le monde du sport moto, avait pris comme objectif, avait l'objectif de tenter de sauvegarder le patrimoine du sport moto. Il y a des initiatives multiples, hein, diverses, mais personne n'avait pris en charge, n'avait souhaité fédérer en fait ces multiples actions. Et en fait, je me suis dit que peut-être que la fédération pourrait s'en occuper, pourrait prendre ça en charge et pourrait donc réunir tous ces acteurs, toutes ces personnes, toutes ces associations, ces structures qui essayent chacune de leur côté de sauvegarder la mémoire du sport motocycliste. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce fonds et puis on essaye donc de développer celui-ci et de permettre de conserver cette mémoire vivante, cette mémoire numérique, cette mémoire à travers des films, des vidéos, des livres. C'est bon, on sait que le patrimoine c'est extrêmement vaste, mais on va essayer de réunir les éléments les plus intéressants de celui-ci. Alors là, on a deux très beaux exemples de mémoire, hein, puisque Jacques, toi, tu as vécu les Grands Prix en même temps hein, que Jacques Boll. Oui, tout à fait. Je crois que le déclic, Jacques, tu me couperas si je dis pas ça. Le déclic, Jacques l'a eu quand il m'a demandé de faire un livre sur les 100 ans de la fédération. Voilà. Et Jacques est un commanditaire exigeant. Et en fait, il m'a obligé à chercher beaucoup de choses. Par exemple, il voulait qu'on retrouve des portraits de tous les présidents de la fédération depuis qu'elle a été créée, et ainsi de suite. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de la difficulté que ça représentait et surtout de l'importance de ce patrimoine parce qu'on n'existe pas, j'ai envie de dire, sans savoir ceux qui nous ont précédés. Jacques, pour organiser cette mémoire, justement, tu t'appuies sur un collectif, enfin des différents administrateurs de ce fonds hein, du patrimoine. Déjà des bonnes volontés, déjà des gens qui sont intéressés par la sauvegarde du patrimoine du sport moto, et j'en ai deux autour de moi, mais il y en a d'autres. Et puis bon, tu peux me dire qui Éric De Seine, par exemple. Éric De Seine est patron de Yamaha. Voilà, le patron de Yamaha Europe, qui fait partie de ces personnes qui souhaitent préserver l'histoire et le patrimoine du sport moto. La FFM était déjà partenaire de Bike 70, hein, Jean-Claude. Et vous avez déjà, avec Francis Boutet, une énorme base de données hein, sur ces archives moto. C'est une idée de Bruno Bonnuil et de Francis Boutet qui ont créé en 1999 le site internet Bike 70, dont l'idée d'ailleurs du titre Bike 70 est Jean-Paul Boinet, pilote bien connu. D'accord. Voilà, donc, et puis j'ai rencontré Francis Boutet en 2006 exactement. Je l'ai rejoint parce que j'ai eu la chance de faire pas mal de documents filmés en Super 8, format un peu de l'époque. Et donc, sans préjugés, mais maintenant je m'aperçois que ces documents ont pris une certaine valeur. Donc c'était intéressant de faire partager avec le plus de gens possible, passionnés certainement. Et puis aussi François Gomis qui nous a rejoint, pilote aussi, dans les années 2010 à peu près. Alors on va continuer à parler histoire, culture, mais on va faire appel à ta mémoire puisqu'on va parler de ta carrière maintenant. Hein, ça va être le premier témoignage sur cet âge d'or des pilotes français en Grand Prix. Alors pour ce premier témoignage sur l'âge d'or des pilotes français en Grand Prix, on est avec Jacques Boll, voilà, pilote, on ne s'adresse plus au président de la FFM mais au pilote. Jacques, alors un petit rappel de carrière, Jacques, dis-moi si je me trompe, tu as piloté en Grand Prix de 1980 à 1984, 50 Grands Prix, une pole, 5 podiums, une victoire au Grand Prix d'Angleterre Silverstone en 1983 en 2,5. Tu es 5e du championnat du monde 125 en 81 sur motobécane et 10e en championnat du monde 2,5 en 83. C'est bon ? Oui, c'est bon, Voilà. Sans faute. Sans faute. Comment es-tu devenu pilote de moto ? Comment arrives-tu à... C'est assez simple. Moi, en fait, j'étais membre d'un motoclub, d'un club qui était plutôt un club de tourisme, mais plusieurs garçons ont commencé à faire de la compétition.
j'avais 14 ans, hein, je les ai accompagnés, et puis le sport moto, la course moto, ça m'a plu, et puis je me suis dit, quand j'aurai l'âge légal, quand je pourrai le faire, je ferai de la compétition. Et puis Honda a lancé un challenge en 125 qui s'appelait le challenge Honda, qui était peu onéreux, et donc je me suis inscrit à ce challenge, je l'ai remporté, et puis voilà, ma carrière était partie. Jacques, quand tu es arrivé en Grand Prix, quelle image tu avais justement des Grands Prix à l'époque et des pilotes qui t'ont précédé? Non, mais moi j'avais mes idoles, j'étais jeune, j'avais donc Patrick Ponce, Michel Rocher, c'était mes idoles. Et puis surtout, ce que je pourrais dire, c'est qu'on était encore dans une période où les circuits étaient dangereux. Hein, où je me souviens qu'on en perdait beaucoup. On perdait beaucoup de garçons à l'époque. Moi-même, quand j'ai débuté ma carrière en Grand Prix, il y avait encore toute une série des Grands Prix qui se couraient sur des routes que l'on fermait temporairement à la circulation. Hein. Il faut le rappeler, Imatra par exemple, Brno était un circuit où on traversait des villages à 200 km à l'heure. Voilà, donc moi j'ai connu cette époque de transition. L'image que j'avais avant, c'est que les pilotes étaient un peu considérés comme des gladiateurs un petit peu. Ouais. Est-ce que tu avais, toi Jacques, en tant que pilote, le sentiment d'ouvrir une voie aux autres pilotes, aux Français? Non, pas vraiment, parce que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de pilotes français. Hein. On était vraiment très très nombreux. Moi, je me souviens d'une compétition de Grand Prix où je terminais 5e, et il y avait 2 Français devant moi. Hein. Donc, c'est d'ailleurs ce qui était relativement difficile, parce qu'aujourd'hui, un Français fait 5e d'un Grand Prix, il est quasiment certain d'être premier Français. Par contre, à l'époque, on avait vraiment une adversité française, nationale, qui était très très forte. Mais ça nous aidait aussi à performer vis-à-vis des étrangers. Jacques, il faut citer un homme qui a fait beaucoup pour ça, c'est François Chevalier, le patron du circuit Paul Ricard. François Chevalier a court-circuité une règle de la FIM sur les Grands Prix en acceptant tout le monde aux essais libres. Alors que normalement, la FIM limitait le nombre de pilotes accédant aux essais d'un Grand Prix au nombre de partants sur la grille, plus 10 ou 15%. François Chevalier a dit, moi, je me fous de cette règle. Et souviens-toi, il y a eu entre 76, les Grands Prix 77 au Castellet, il y a eu 120 inscrits en 250. Et donc, à tel point que François Chevalier a dû organiser 4 séances d'essai, donc le double de séances d'essai en 250 et en 350. Mais résultat des courses, des garçons comme Jacques, qui venaient par exemple de quitter le Challenge Honda et qui venaient d'acquérir une TZ à leurs frais, avaient accès à une séance qualificative pour un Grand Prix. Et sans François Chevalier, objectivement, personne n'aurait osé transgresser cette règle et ça a été la chance supplémentaire. N'oubliez pas, on est au Mans, en 76 au Mans, en première ligne, il y a un type dont personne n'a jamais entendu parler. Première ligne en 250. Un Toulonnais, on ne sait pas d'où il sort. Il sort du championnat national sur la moto préparée par Rudia, c'est Raymond Roche. Et bien ça, c'est impensable sans cette voie qu'a ouverte François Chevalier en disant on accepte le maximum de gens aux essais qualificatifs. Et je voudrais préciser que les vieux pilotes râlent parce qu'ils disent nous, on est obligé de se cracher dans les mains pour faire mieux que ces gamins qui, eux, ont... Ce qui fait dire d'ailleurs, Jacques Boll, qu'il y avait peut-être plus de compétition à l'époque qu'aujourd'hui. Oui. Justement, pour parler de cette compétition et de l'adversité dont tu parlais, entre notamment les pilotes français, on peut citer l'année 82, celle du titre de Jean-Louis Tournard, mais aussi de 83 quand tu gagnes ton Grand Prix. En 82, ce sont 11 pilotes français sur 36, presque un tiers du plateau. Et l'année d'après, c'est 12 pilotes français sur 36 toujours, en 250. C'est vraiment un tiers du plateau. Si on regarde le classement du championnat du monde de cette année 82, celle du premier titre d'un pilote français en Grand Prix, on a un tir groupé, 10e Christian Saron, 11e Estrosi, 12e Baldé, 13e Espier, 14e Fernandez. Jacques, tu es 19e, il y a aussi Mathioli derrière, Grabea, Gouin. Il y avait quand même un plateau incroyable de Français. Les Français étaient les Espagnols d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que tu disais, ça ne devait pas être facile, guidon en main, de faire sa place. Non, c'était pas facile, mais ça avait aussi un effet d'émulation et donc et puis ça permettait aussi au championnat de France notamment d'avoir un très haut niveau. Hein. Le à l'époque, les pilotes de Grand Prix participaient au championnat de France et donc on se retrouvait également dans ces compétitions et ça permettait de servir de locomotive, d'entraîner des petits jeunes qui pour l'instant n'avaient pas encore de carrière internationale. On va garder encore un tout petit peu sur le plateau avec nous Jacques Boll, qui fait l'amitié de rester, parce qu'on accueille Christian Saron. Bonjour Christian. Bonjour. Et Christian, vous voulez se remémorer avec Jacques un bon souvenir de cette année 83. Enfin, un excellent souvenir pour Jacques Boll. Un petit peu moins bon pour moi. C'était Silverstone en 83, oui, en 250. Alors, je voudrais déjà dire qu'il y avait beaucoup de pilotes français. On en a parlé, c'était l'âge d'or des pilotes français. Mais il y avait quand même 8 pilotes à l'arrivée
dans la seconde. Donc c'était une course exceptionnellement serrée pour l'époque. Il n'y avait pas que des Français. Hein. Il n'y avait pas que des Français, bien entendu, mais il y avait quand même 3 Français sur le podium. C'est-à-dire le podium était 100% français. Et c'est l'unique à cas Silverstone. dans l'histoire des Grands Prix, les Grands Prix création 49, depuis, il n'y a jamais eu d'autres Grands Prix où on a retrouvé 3 Français sur le podium. Et le vainqueur, voilà, le vainqueur c'était Jacques. Moi je suis rentré dans la dernière courbe parce que l'arrivée est en courbe, à la sortie de la courbe. J'ai essayé quand même, j'ai pas voulu le laisser gagner facilement. J'ai essayé, je suis rentré en tête et je me souviens, il y a Jacques qui passe de rien, on finit roue dans roue, et Thierry aussi qui glisse une roue juste devant. Moi je suis 3e à l'arrivée, j'étais content quand même. Et je suis toujours très content de ce résultat. C'est pour dire quand même le niveau, c'était des époques incroyables. Merci beaucoup d'avoir retenu un petit peu Jacques sur le plateau, et puis on va discuter tous les deux, je crois que tous les 4 avec Jacques et Zef qui va venir nous rejoindre, de ta carrière. Merci Jacques. Bien. Merci. Alors Christian, ça y est, on est les projecteurs sur toi. Tu vas être le témoignage de notre 2e témoignage sur cet âge d'or des pilotes français, sur ce livre dont tu fais la couverture. Très belle couverture. Et Merci. Vas-y, excuse-moi. Non, j'ai rien à dire de spécial. C'est vrai qu'il y a eu un âge d'or des pilotes français. Et je pense qu'il ne faut pas parler comme ça au passé. Il y a eu, mais il y aura encore. Il y aura. Parce que j'ai appris que l'histoire du sport en général et du sport moto, bien sûr, il est comme ça, avec des vagues, des creux et des hauts. Et il y a toujours, évidemment, quelques individus pour tirer une nation vers le haut. Il y a eu une époque, donc, avec Patrick Ponce, Michel Rougeret, etc. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, il y a, vous le savez, Johan Zarco et Fabio Quartararo qui, en catégorie reine, sur lesquels on met de gros espoirs, eh bien peut-être qu'ils vont tirer aussi toute une génération de jeunes pilotes vers le haut, on l'espère. Mais pour cette génération-là, je précise, Christian Saron est en couverture du livre, parce qu'il reste quand même le pilote emblématique de cette fin 70, début 80, et puis le pilote aujourd'hui français qui reste le plus capé dans la catégorie reine. Donc à tout seigneur, tout honneur. Tout seigneur, tout honneur. Un petit rappel de ta carrière quand même, si besoin en était. Tu as couru en Grand Prix de 76 à 92. À 90, ça fait 15 années de Grand Prix. 90 exactement. 139 courses, 37 podiums, 10 pôles, 7 victoires, 2 fois 3e en 500, une fois vice-champion en 2,5 et surtout un titre de champion du monde 250 en 1984. Oui, c'est vrai, j'étais également vice-champion en 750 et 3e en 750 et meilleur privé à chaque fois en 77 et 78. En 83 aussi, tu es 2 ou 3 au mondial. Oui, en 83, je suis 2e également en mondial. Vice-champion en 2,5. Oui, voilà. Donc bon, enfin, j'ai fait beaucoup de places sur le podium, que ce soit en course ou en championnat, mais une seule fois, j'ai gagné une seule fois en 500 et une seule fois le championnat du monde. Et puis j'avais un rêve, il faut bien le dire, c'était de faire de la course, d'accord, mais c'était de viser toujours plus haut. À ce niveau-là, je n'ai pas été déçu puisque je débute en 75 par la Coupe Kawa et dès 76, je suis confronté au plus grand Giacomo Agostini que je mets par terre dès mon 2e Grand Prix quand même. Incroyable. Tu te souviens, Jacques, peut-être que tu étais là Johnny Cecotto, Barry Sheen, qui sont tous mais vraiment de vrais amis, quoi. Donc, vous vous rendez compte, vous êtes votre première année internationale, une seule année de course en France, et vous êtes contre Agostini, Cecotto, Baker, Roberts, Barry Sheen, mais c'est invraisemblable. Et Zef, avec de pareils témoignages, de pareilles histoires, comment se fait-il que le livre n'ait pas 1000 ou 2000 pages? Mais parce qu'il y a plusieurs volumes à venir. Voilà. Christian, on va se revoir, en fait. Et Jacques aussi. Je voulais rebondir sur ce que disait Christian Saron, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'exceptionnel, et qui parlait de contraintes. Il n'aime pas les contraintes. Et en même temps, il a fait de la course pour se libérer des contraintes. Et je pense que peu de pilotes se sont mis autant de contraintes que toi, finalement, par la suite. Exactement, oui. C'est-à-dire que j'ai considéré, et je considère toujours que dans la vie en général, alors ce que je vais dire, c'est philosophique. Désolé, on est des émissions sport mécanique. Oui, c'est philosophique, c'est même social. C'est-à-dire que dans la vie, j'ai toujours considéré que j'avais des droits. Des droits, c'était par exemple ma liberté, parce qu'à travers la course moto, je recherchais la liberté totale, celle de m'affranchir par exemple de mes peurs, de mes angoisses, mais également des devoirs par rapport aux fans, par rapport à tout le monde, par rapport aux autres.
et par rapport à moi-même aussi, ou à mes sponsors, ou à mon équipe. C'est un cas à part, Jacques. Oui, et en écoutant Christian, je réalise qu'il y a un facteur important à dire sur l'âge d'or des pilotes français. C'est qu'il y a eu, on dit que grâce à deux grands patrons qui ont été Xavier Maugendre chez Kawasaki et Jean-Claude Olivier chez Yamaha, ils ont permis à beaucoup de jeunes d'accéder à de très bonnes machines. Mais je réalise aussi, et on le sait, il y a deux personnes qui ont joué un rôle considérable dans le développement de la compétition pour les jeunes. C'est deux autres pilotes qui sont Patrick Ponce et Olivier Chevalier. Et moi, j'ai eu la chance de suivre la carrière de Christian de bout en bout. Et mon premier souvenir, c'est le paddock, je crois que c'était à Manicourt. Et Ponce était un passionné, et je le vois venir nous dire à tous, venez vite, il y a un mot, il va vite en Coupe Kawa. Bon, et on se précipite au bord de la piste, il y a Ponce, il y a Olive, il y a tout ça. Et je vois Ponce qui éclate de rire, qui nous dit, avec son humour froid, vous avez vu ce gars-là, il est postier. Ils ont vite leur lettre à Clermont-Ferrand. Et éclat de rire général, mais Patrick est là, et de ce jour, il ne lâche plus Christian. Ouais. Ce témoignage est incroyable, c'est ce qu'on trouve dans le livre. Tu as réussi à condenser peut-être, c'est très difficile, il aurait fallu beaucoup de place, mais c'est ce genre d'émotions, des émotions de vie très fortes, avec des hauts, des bas, des douleurs. Émotion de vie, et puis comme dit Christian, cette quête de liberté, parce que je pense qu'il faut associer complètement cet âge d'or, enfin cette montée en puissance des Français dans les années 70, à un espèce d'esprit aussi un peu, je veux dire, romanesque. De quête de liberté, de volonté de voyage, c'est des saltimbanques, d'où le Continental Circus. Alors qu'aujourd'hui, les pilotes sont des sportifs. Ils ne sont pas des motards. D'ailleurs, tu as commencé par rouler sur la route avant d'être pilote. Oui, j'ai roulé un petit peu sur la route. Mais on découvrait la moto par la route, ce qui n'est plus du tout le cas Ponce aujourd'hui. n'a quasiment pas roulé sur la route, Cheval non plus. Moi non plus. On découvrait un petit peu comme ça, quoi. On découvrait l'objet moto. Comme ça, par cette quête de liberté. Le moto était un outil de libération, comme tu viens de dire, de libération. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Messieurs, vous allez être d'accord avec moi, je le sais, mais il y avait une vraie différence entre la course d'alors et la course d'aujourd'hui. À l'époque, nous étions des jeunes adultes qui étaient des self-made men, c'est-à-dire que voilà, on faisait tout par nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais même voulu de manager, d'entraîneur, de coach, rien. Personne ne m'a jamais conseillé sur comment prendre une trajectoire, comment piloter une moto. Je ne sais même pas comment c'est, comme il fallait. Vous vous en rappelez peut-être, je déhanchais même pas du tout, alors que les Américains déhanchaient beaucoup. Donc il a fallu que j'apprenne ça, mais tout seul, en ayant déjà quelques années de carrière. Et c'était vrai pour beaucoup d'autres pilotes. Pas tout le monde, il y avait quelquefois un père qui avait fait un peu de course ou un cousin. Moi, c'était carrément personne. Et j'ai voulu que ce soit comme ça. Aujourd'hui, les gens sont entourés, mais comme jamais, même dans le sport moto. C'est-à-dire, tu dis ça, mais Zef a évoqué le mal français, puisqu'on dit que le mal français de gens qui n'arrivent pas à gagner. Une année, Estrosi a été en tête du Grand Prix de Hollande sous la pluie en 500 et il est tombé alors qu'il avait un boulevard d'avance. Moi, j'avais mené une petite enquête auprès des Anglais et en leur demandant, et j'avais écrit et dit à l'époque que ce qui manquait aux pilotes français, c'était d'avoir été suffisamment longtemps en tête d'un Grand Prix pour apprendre à gérer la pression d'être en tête d'un Grand Prix. Et aussi bien Christian que Eric Saul m'étaient tombés dessus. Mais Bubu, tu dis des conneries, quel que c'est que ça. Et quelques années après, les deux mêmes m'ont dit, tu sais Jacques, avec le recul, on pense que tu avais raison. Mais je ne l'avais pas inventé, moi j'avais demandé aux autres. Et Barry en particulier, qui était mon grand pote, m'avait dit, mais eux, nous on sait qu'on a cet avantage psychologique. Parce que eux, ils n'ont pas été assez longtemps en tête. Et si on les pousse derrière, on sait qu'on peut les faire passer un peu au-dessus de leur pont. Non mais là je veux répondre à ce que dit Jacques. Allez. Alors je voudrais dire d'abord que je crois que des tours en tête de Grand Prix, j'en ai fait suffisamment. Tu as appris, Christian, mais pourquoi n'es-tu pas venu me dire et me conseiller, me donner ce conseil-là avant? Je peux te dire une chose, quand je courais, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu l'as pas écouté. Je vais essayer de te rafraîchir, je vais rafraîchir la mémoire avec une anecdote, je ne sais pas s'il pourra la garder, que tu as oubliée. Oui. J'étais très proche de Spencer. Ici, en 85, le vendredi aux essais, il était d'humeur exécrable. Le samedi aux essais, il était d'humeur exécrable. Je suis allé voir ces mécanos, j'ai dit, putain, Freddy, il est insupportable. Il me dit, il a peur de se faire battre demain. Je dis, quoi? Comment? Et ils me répondent, il y a tellement de boss qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec sa moto. Je te jure, Christian, tu ne t'en souviens pas. Je viens te voir le dimanche matin, j'essaye de te dire, reste calme, tu l'as à ta botte, Freddy a peur des boss. Et toi,
t'es hyper excité. Excuse-moi, mais tu devais le gagner celui-là. Oui, mais c'est quand même pas de ma faute si sur ma trajectoire il y a un pilote à qui on met un tour. Quasiment un tiers de course. Mais oui, mais t'as encore 4 mais tours Jacques, pour reconnaître moi j'ai même Spencer. pas vu dans mon champ de vision. C'est fabuleux. On pourrait disserter On des pourrait heures en et des heures. Vous êtes obligé Parce parce qu'on a d'autres pilotes à inviter Ouais, je et des sais, mais- histoires. et Je sais que vous êtes parce intéressants. que j'ai eu la chance de Alors, voir attendez, Christian battre attendez, Kyohara à Hockenheim. Alors on revient, Hockenheim 77, c'est son 5e Grand Prix, ou 3e ou 4e Grand Prix. Et Hockenheim, ça va vite. Et il y a un japonais inconnu avec une Kawasaki d'usine. Et pof, notre Saron nous le fait au dernier tour. Et quelques années plus tard, pareil sous nos yeux, et en avant pour Bon, Spencer. Jacques, tu aurais pu m'aider parce que maintenant je l'avoue, je le disais pas, mais je l'ai toujours su, j'avais un complexe d'infériorité, en particulier par rapport aux Ça Américains. s'est vu au Castellet aussi, après quand tu étais derrière la gamme d'usine. Derrière Lawson. Christian, Lawson, puisque qui lui on disait, parle de reste conseils, tu as conseillé quelqu'un que tu connais très bien pour laisser une moto particulière. Il s'agit de l'essai de ta moto, de ta 3,5 TZ de 78, essayée par David Dumain à Issoire. On retrouve tout de suite notre rubrique essai. Ça, c'est un bicylindre, 350 cm3, ça se conduit facilement. Alors, le 350 avait ça de mieux que la 250, qu'on n'a pas ici, c'est qu'avec la cylindrée supérieure, le moteur était un petit peu plus coupleux, un peu plus puissant, bien sûr. Donc, en gros, on allait à une 250 rouler aux environs, sur les circuits rapides, aux environs de 225-230 km/h. Une 350 aux environs de 240-250 km/h. Ah voilà. Et c'est un petit cuir, ça? C'est un de mes cuirs du Bol d'Or 94, Un cuir d'endurance. cuir d'endurance. Tu crois que je vais rentrer dedans? Quand C'est j'en des ai- motos, c'est des quand motos j'en ai- d'avant, je prends un cuir d'avant. D'accord, on va essayer. Quand on est dans les tours et qu'on remet les gaz, même avec la petite 350 comme ça, il y a du mouvement, ça part quoi. L'arrière, il part tout de suite. Mais tu as vu, aussi au freinage, il faut s'y prendre à l'avance, ça freine pas très bien. Ouais. Ça ressort pas des virages, donc il faut pas se tromper de vitesse. Là, tu n'as pas le choix. Tu te trompes de vitesse, tu ressors même pas, quoi. Elle s'engorge. Tu gardes un œil sur le compte-tour en permanence avec ces machines. Et deux doigts sur l'embrayage. Et deux doigts sur l'embrayage en cas de serrage. Voilà. Ça se manifeste comment? Ça se L'arrière manifeste, se tu bloque. coupes les gaz, l'arrière est bloqué, bah, tu pars en travers et t'es jeté. Pour ce nouveau témoignage, on accueille la fraise. Eh la fraise, bah oui, c'est mon surnom C'était le surnom de Patrick Plisson. depuis plus de 40 ans. Salut Oui, Patrick. mais dis-moi, on te surnommait ça parce que tu avais la fraise sur le casque ou tu l'as mise sur le casque parce qu'on te surnommait comme ça? Je l'ai mise sur le casque parce qu'avant elle était, et elle est toujours. C'est ce petit bout de nez rond C'est qui prend des coups de l'explication. soleil l'été D'accord. Ah, c'est ça le surnom? qui m'a donné ce nom. C'était de les surnom. coups de soleil. Ah d'accord. C'est les coups de soleil. Aujourd'hui, toujours les Alors, coups de soleil. petit rappel de ta carrière pour commencer. Tu as roulé en Grand Prix de 1976 et 1979. Tu as été en 1976, tu as couru en 125 avec une première course au Grand Prix de Belgique. Tu roules en 1977 en 125, toujours. Et tu termines 5e en 50 cm3. Tu roulais dans deux catégories. En 1978, tu termines 3e en 50 cm3, 11e en 125. En 1979, tu termines 23e du championnat 125 et à nouveau 3e du mondial 50 cm3. Et on a ta moto sur le plateau. Effectivement, tout ça c'était donc il y a 40 ans, 79, 2019. Voilà, 40 ans. Et là c'est la 125 de l'époque, la 125 Morbidelli, que j'avais pour mon premier Grand Prix. Si vous voulez des anecdotes, parce que je sais qu'on aime bien ça, il y en a une Vas-y. petite sur celle-ci. On t'écoute. C'est que c'était mon premier Grand Prix en champion du monde, donc j'arrive à Spa inconnu. Et manque de chance, je fais le 4e temps derrière les 3 champions du monde, Bianchi, Nieto et Pileri, et le petit français inconnu. Et Barichine et Michel Rogerie qui viennent me voir en se disant qui c'est ce jeune français qu'on connaît pas, etc. Rogerie qui me voit, je vous la fais courte, qui me voit mort de trouille, c'est vrai, j'avais envie de partir et d'oublier la course.
et qui me dit « Ah, toi, le petit jeune français, là, c'est bien, t'inquiète pas, allez, calme-toi, tu loupes pas ton départ, tu pars en tête, surtout tu loupes pas Nieto, le fameux Nieto, vous savez, 13 fois champion du monde, 12+1, tu loupes pas Nieto, surtout tu restes derrière lui, et au dernier virage, tu le doubles et t'as gagné ton premier Grand Prix. » Il m'a un peu détendu, et la chute, entre guillemets, c'est que je pars en tête en plus. Et alors ? Premier Grand Prix, je pars en tête. Et je dis merde, mais ils sont où les autres? C'est parce Puis qu'il quand m'a même, bon, ils m'ont quand même doublé quelques tours après. Puis j'ai quand même fini 6ème, c'était pas mal pour un premier Grand Mais Prix. alors, tu mais venais cette d'où première ligne et ce départ en tête, Tu venais d'où? Comment on arrive en Grand Prix comme ça? bah, j'étais ce que vous ont expliqué tout à l'heure, les Christian Saron, tout ça. On arrive du championnat de France. Championnat de France, petite cylindrée. Donc moi, oui, je suis la petite cylindrée, les 50 et les 125. Quel souvenir tu gardes de cette période? Comme je disais tout à l'heure, l'insouciance, quoi. C'était les années 70, rock'n'roll, le sexe, la mode, les motos, la liberté, On pas vient de à la filière. liberté, hein. C'est le fil rouge vraiment de ces années-là quand même. Hein. Mais c'est ce qu'on dit sur les motos de route de cette période-là. On parlait beaucoup de liberté, mais il y avait aussi dans le sport cette liberté, cette quête de liberté peut-être ultime. Complètement, on l'a dit. Bon, moi j'ai eu mon permis moto, grosse cylindrée, on va dire, à 16 ans, hein, en 68. En 68. Le port du casque n'était pas obligatoire. On prenait notre moto, des Laverda qui allaient quand même à 180, 200 à l'heure, sans casque sur la route. Bon, enfin, on l'a dit, c'était ces années liberté. Mais en vous écoutant tous, là, c'est que aujourd'hui, nous, c'était peut-être l'âge d'or, mais on parle plus trop des morts. Hein. On parle pas trop des morts, des accidents graves. C'est une bonne chose, bien sûr. Alors qu'à notre époque, vous avez vu, ça meuble nos conversations sans cesse. Et comme je dis parfois à des amis hauts, je dis en gros, à notre époque, je caricature un peu, mais il y avait 3, 4, 5, 6 pilotes qui partaient dans la saison. Et aujourd'hui, il y en a un tous les 10 ans. La liberté avait un prix, il était Et non élevé. des moindres quand même. En un an, on perd les 4 meilleurs pilotes français. On va justement parler d'une façon beaucoup moins dangereuse de vivre la compétition moto, le sport moto, avec notre rubrique Bike Gaming et le e-moto GP. Pour rester dans le thème de l'émission d'aujourd'hui, je devrais vous proposer un rétro bike gaming. Malheureusement, les techniques de l'époque ne permettaient pas aux pilotes d'avoir leur avatar dans un jeu vidéo. Enfin, à ma connaissance, parce que si jamais vous avez l'information, vous me le marquez dans les commentaires et je m'en occuperai avec plaisir. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde tous ensemble le trailer du nouveau Moto GP 2019, en attendant le test complet du jeu. Magneto Ego. It takes time to create a legend. They don't just appear from out of nowhere. Beginning as a distant murmur and building to a crescendo. Ordinary people with extraordinary talents. They move us, amaze us, and sometimes achieve the unforgettable. They write history one event at a time, inspiring those who follow. With each trial, each battle, and each victory, they craft a legacy that will be remembered long after they're gone. On arrive au terme de cette émission. Merci Patrick de nous avoir rejoints. Merci à vous, encore un grand moment de vécu. Merci Jacques de nous avoir fait partager de tes expériences. Merci Michael, merci de faire cette émission aussi qui plaît à beaucoup de monde. Et Zef, je laisse le mot de la fin à l'auteur de ce très beau livre d'édition de la FFM. Merci beaucoup. Oui, c'était vraiment un plaisir de le faire et puis d'être là dans l'ombre de tous ces témoignages, que ce soit d'ailleurs les journalistes qui à l'époque étaient vraiment très présents, les pilotes qui avaient des histoires incroyables, cette liberté, cette intensité de la vie, quoi. Ça, c'était vraiment un plaisir de le faire. J'aimerais bien pouvoir faire une suite d'ailleurs après. Merci aussi à la Fédé de faire ces livres, maquettés d'ailleurs par Magali Levivier. Peut-être ça te dit quelque chose. Je connais bien, c'est mon épouse. Et puis bien sûr, les pilotes français sont toujours en Grand Prix. Bien sûr, il y aura d'autres histoires. Il ne faut pas oublier que cette histoire-là paraît grande, intense et tout, mais elle se fait toujours aujourd'hui. Donc on est là pour ça. On peut creuser dans l'histoire indéfiniment. C'est-à-dire que si on là, elle est prise sous l'angle analyse presque sociologique, presque sociétal. Mais on peut c'est un choix là, ouais. Mais on peut aussi y rentrer simplement sous l'angle anecdote. Et alors là, effectivement, c'est en 15 volumes. Alors je vous dis... Et un comptoir. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant la prochaine émission, vous pouvez plonger dans ce très beau livre. D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de rouler à moto.
rétro. Jusqu'au 31 mai, Suzuki fait son Spring Break. Profitez des avantages clients, 1000 € d'aide à la reprise sur GSX R 1000 et GSX R 1000R, sur modèle 2018 en stock.